Bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce talk Kotlin multiplateforme dans le monde réel. Je m'appelle Alexandre Gressier et je pratique Kotlin multiplateforme depuis fin 2021. Déjà pour me situer, qui a déjà essayé Kotlin multiplateforme dans la salle? Ok, cool. Donc l'idée, ça va être d'aller un petit peu au-delà du projet de base sans pour autant rentrer dans des notions trop avancées. Donc Kotlin multiplateforme, pour rappel, on a deux apps, une app Android et une app iOS. L'idée, c'est qu'on va avoir un des modules qui est partagé, qui est compilé différemment entre Android et iOS. Pour ce faire, on va utiliser le compilateur JVM classique pour Android et on va utiliser le compilateur Kotlin Native pour l'exposer côté iOS. Une interface Objective-C est sortie pour pouvoir utiliser justement ce module après côté iOS. On a plusieurs plateformes avec KMP, donc Kotlin multiplateforme. On a tout ce qui concerne tout d'abord Android. On a aussi une native avec iOS dont j'ai parlé, Windows, Linux. Et on a aussi toute une partie web en JS et aussi en WASM à venir. Donc, comme je l'ai dit, Kotlin multiplateforme, on génère un header en Objective-C pour iOS et on va pouvoir utiliser la même librairie, le même code Kotlin depuis iOS, mais aussi depuis Android. Le projet Android iOS s'appelle Kotlin multiplateforme mobile, donc KMM, et celui-ci est encore en bêta, mais il ne sera plus en bêta d'ici la fin de l'année. On l'espère. Donc ce qui est très bien avec Kotlin multiplateforme, c'est qu'on choisit vraiment ce qu'on partage. Ici, on a deux exemples où on partage la couche de présentation, la couche domain, la couche data, mais on peut très bien aussi partager un tout petit module entre deux couches. Et maintenant, depuis l'annonce à KotlinConf, on peut aussi partager l'UI avec Compose multiplateforme. Donc ça, on parle de Kotlin multiplateforme dans le monde réel, c'est à venir, mais on n'y est pas encore. Donc le projet de base, comment ça se passe? Déjà, quand on fait du Kotlin multiplateforme, c'est pour l'instant dans Android Studio, on installe le plugin adéquat et on va pouvoir créer une nouvelle application. Ensuite, à partir de là, c'est assez similaire à une application Android. Et ensuite, on va spécifier comment le module partagé est défini. Donc on va laisser les paramètres par défaut, et on a ce projet qui est généré. On a une app Android en Jetpack Compose, une app en SwiftUI, et un module partagé dans ce projet. Alors il faut savoir que ces apps, on peut les recréer nous-mêmes à la main. Si par exemple on veut utiliser UIKit à la place de SwiftUI, c'est tout à fait possible. On peut remplacer tout simplement le projet. Donc le projet Android très classique, le projet iOS classique également, et le module partagé, il se présente comme un module Android finalement, mais avec des spécificités. Donc comment ce module partagé est intégré dans iOS? En fait, ça se passe dans les paramètres de build. On va avoir une étape en plus qui appelle une tâche Gradle qui est Embed and Sign Apple Framework for Xcode. Ça va simplement lier le module partagé dans l'application iOS. Donc déjà, une première problématique quand on veut faire une application qui va au-delà du simple module, c'est comment on peut faire de la modularisation avec Kotlin multiplateforme. Alors, il faut savoir qu'on peut faire module, new module, et on va pouvoir choisir new shared multiplatform framework. Ici, on va avoir une deuxième librairie shared to, et l'idée, c'est qu'on va pouvoir l'allier comme la première, en fait, en rajoutant une étape de build dans le script Xcode. Sauf qu'en faisant ça, en fait, selon la configuration exacte de vos projets, ça dépend, on peut avoir des symboles dupliqués. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la librairie générée, on va avoir tout le overhead Kotlin qui va être présent deux fois dans l'application iOS. Donc en fait, une solution à ça, ça va être de créer un seul module. Donc ici, j'ai choisi de l'appeler core. Aujourd'hui, je l'appellerai autrement, je l'appellerai libs. Mais dedans, on va avoir différents modules partagés. Et tout ça, ils vont être regroupés dans le fichier build.gradle.kts. Donc ici, c'est le fichier build.gradle.kts où j'ai simplement ces dépendances sur ces deux modules, donc DI et Core UI Resources. Et ensuite, avec des paramètres Gradle, je peux préciser quelles dépendances transitives je vais exposer dans iOS. Donc ici, il y a non seulement ceux que j'ai montrés juste avant, mais aussi d'autres que je choisis d'exposer. Donc ça, c'est pour faire de la modularisation en Kotlin multiplateforme. On va parler maintenant du système de build. Donc, le principal pour Android et pour tout ce qui est Kotlin, ça va être Gradle.
Le seul inconvénient, c'est qu'il ne gère pas l'application iOS. Bah oui, il n'y a pas de pont entre Gradle et Xcode, finalement. Donc ici, c'est pour montrer une overview du fichier configuration qui est par défaut, où on précise en fait les différentes plateformes. Et effectivement, on n'a pas de lien directement vers iOS. Une bonne pratique que j'ai choisi d'employer, c'est tout ce qui va être convention plugin. Pourquoi? Parce que ce fichier, finalement, est assez répétitif au travers des modules. Vous imaginez bien que copier-coller à chaque fois, ça peut être très contraignant. Donc ici, on va utiliser les fonctionnalités de Gradle qui sont les convention plugins. Donc tout ça, en fait, ça permet de faire un espèce d'héritage entre les différentes configurations. Ici, j'ai un module base, et après, j'ai un module spécifique pour Android, spécifique pour iOS, quand j'ai besoin de faire des librairies spécifiques qui vont hériter les uns les autres. Donc typiquement, cette configuration Android que je retrouve dans des librairies partagées Android, justement, eh bien, je vais la mettre une seule fois, je vais la définir une fois pour tous mes modules, et après, je vais pouvoir simplement utiliser mes plugins comme je l'entends. Ici, j'ai même défini ma propre fonction, qui est le nom de mon entreprise, avec un bout de code que je vais montrer juste après. Pour ça, je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne donc de Jendrik Johannes, si vous voulez apprendre Gradle plus en détail. Vraiment, il y a des bonnes choses pour Android, mais c'est largement applicable à Kotlin multiplateforme. Et surtout, il y a vraiment de quoi maîtriser Gradle en profondeur. Donc ici, c'est simplement ma fonction qui répète mon préfixe avec l'ID que j'utilise partout, de sorte à ce que j'ai vraiment un minimum de code dans mes build.gradle.kts. Ok, mais qu'en est-il du projet iOS? Typiquement, sous iOS, on est sur Xcode, c'est toujours un peu le même problème, c'est en UI, et surtout au niveau des changements, eh bien, il y a toujours des différents bouts de code qui apparaissent qu'on ne comprend pas, qui sont spécifiques à Xcode. Donc ça, c'est vraiment très contraignant, surtout quand on vient de Gradle. Et ici, c'était pour montrer à nouveau comment on change dans iOS, ici on est plus Android, comment on change différents paramètres de build. Et faire ça, c'est un peu flaky, dans le sens où on change des paramètres, ils sont répercutés plus ou moins bien dans le fichier. Bref, une solution pour des projets Kotlin multiplateforme qui marchent très bien, c'est ce qui s'appelle Twist. Twist, c'est quoi? C'est exprimer sa configuration de projet avec du code. En l'occurrence, c'est du Swift. Bon, c'est pas du Kotlin, mais ça marche très bien aussi. Et surtout, il y a des principes très similaires à Gradle. Donc concrètement, on va mettre un fichier .swift, donc project ou dependencies à la racine de nos différents modules. Pareil, on peut faire des modules avec Twist, donc c'est génial. Et on va avoir une syntaxe qui est en Swift, du coup, qui est similaire à... Enfin, qui est adéquate, en tout cas, pour décrire un projet. Et ici, on peut voir qu'on a typiquement les info.plist qu'on peut décrire facilement comme ça. Donc dans un projet Kotlin multiplateforme, c'est super, d'autant plus que dans Twist, on va pouvoir définir nos propres plugins, et typiquement, un qui irait lire des fichiers du genre gradle.properties. Donc ça, c'est super. Twist, ça marche avec pas mal de commandes. Donc twist edit, c'est pour modifier ces fichiers .swift d'une manière pratique dans Xcode. Generate, ça va générer le projet. Et en fait, on va ignorer d'ailleurs ce projet Xcode. Donc ça, c'est très bien, on n'a plus les conflits dans ce fichier habituel. Et aussi super pour tout ce qui est CI, on peut lancer des commandes directement, build, test. On n'a pas besoin de s'embêter avec les commandes Xcode. Ensuite, un autre aspect monde réel, pour le coup, c'est tout ce qui est concurrence. Donc, il y a des grandes similarités entre Kotlin et Swift, notamment pour du code asynchrone. On voit ici d'ailleurs que le code est assez similaire. Concrètement, j'ai plusieurs fonctions qui se chaînent les uns les autres, c'est-à-dire que la sortie d'une est passée dans l'entrée d'autre, de sorte à avoir une pipeline en fait. Et qu'on le code en Kotlin ou qu'on le code en Swift, c'est globalement pratiquement la même chose, sauf qu'en Kotlin, ça va être avec les coroutines avec ce qui est suspend, et en Swift, ça sera async await. Pareil pour lancer, chaque spécificité à sa plateforme, tout ce qui est iOS est avec les tasks, et pour lancer des coroutines, eh bien, c'est avec Launch. Je vous invite à voir ce talk, d'ailleurs du POG, si vous voulez vous intéresser davantage à la convergence entre Swift et Kotlin. Mais un problème qui est le suivant, c'est que en fait, pour faire de la programmation concurrentielle, quand Kotlin est transpilé en Kotlin native avec Objective-C,
en fait, on perd des choses. On n'a pas la cancellation, et on perd aussi le type générique quand on a des interfaces. Et celui qui nous intéresse, en l'occurrence, c'est celui des flows, et on perd le type dans le flow. Donc ça, c'est assez contraignant. Pour ça, il y a une super librairie, c'est KMP Native Coroutines, et en fait, ça va pallier ces problèmes avec un compilateur plugin qui va générer les différents paliers pour ne plus avoir ces problèmes, justement. Donc ça, c'est un plugin Gradle, pareil, tout simple. Et on a aussi une librairie côté iOS qu'on va pouvoir employer. Donc typiquement, on écrit nos fonctions suspend comme d'habitude dans notre module partagé et on la note avec notre native coroutines. Le fait de faire ça, ça va générer le code suivant qui va faire la même fonction mais va la suffixer avec le mot-clé native en fait. Et à partir de là, dans mon code Swift, je vais pouvoir simplement utiliser async function qui vient de la librairie qu'on a installée plus tôt et utiliser directement mes fonctions suspend. Donc ça, c'est génial. Si jamais on avait un flow à la place d'une fonction suspend, pareil, c'est prévu. On va pouvoir utiliser tout ce qui est async sequence en Swift avec le for try await, comme ça. On va wrapper notre flow qui, cette fois, ne se termine pas par suffixe, mais par native, mais par flow. Et pareil, je peux l'utiliser avec un for comme ça. Donc on a vraiment le pont entre Kotlin et Swift au niveau de la concurrence, donc ça, c'est génial. Et petite chose aussi, on peut cancel. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, au niveau de la persistance, donc on a une librairie qui est assez omnisciente pour le coup, c'est SQLDelite. SQLDelite, c'est quoi? Ça va générer des requêtes Kotlin à partir de code SQL. Donc, l'avantage principal de ça, c'est que ça va être partagé et qu'on ne va pas avoir à utiliser le fameux Core Data sur iOS. Donc, comment ça se passe? C'est encore un plugin Gradle. Et on a un bloc de configuration qui permet de créer notre database. Une fois qu'on a ça, on va avoir un fichier qui est .sq. Donc c'est pas .sql, c'est .sq, c'est leur syntaxe. Et globalement, c'est la même chose, sauf qu'on va avoir des petits labels qu'on va pouvoir utiliser, que je vais montrer juste après. Concrètement, on va avoir un code qui va définir notre schéma. Et on va avoir aussi un code qui va être nos queries, finalement. Et c'est ce dont je parlais, on va avoir des petits labels avec les 2 points. Par exemple, select all, insert et insert full player object. Donc on marque nos requêtes. Et à partir de ça, génial, on va pouvoir l'utiliser directement dans notre code Kotlin partagé. Les différentes requêtes qu'on a écrites, donc select all apparaît ici. On crée notre database, et après on peut l'employer. Ici, on fait un read de ce qui est déjà dans la database, et comme il y avait un insert juste avant, hop, eh bien il apparaît. Et on teste également la méthode qu'on a faite avec les queries. Donc ça, c'est génial. Core Data qui est quand même assez compliqué à utiliser, la question est vite répondue pour le coup. Il y a aussi des alternatives. J'ai passé un peu moins de temps sur celle-ci, mais c'est Realm. Concrètement, ça vient de MongoDB. C'est de la base de données NoSQL embarquée. Et ce qui est super avec cette database, c'est qu'on peut synchroniser derrière avec MongoDB Atlas, si je ne dis pas de bêtises. Donc un projet très intéressant aussi, qui utilise du NoSQL. Donc on a nos coroutines, on a notre persistance, on peut avoir également du réseau, mais on ne va pas en parler ici. En tout cas, tout ce qui est asynchrone. Pourquoi ne pas mettre tout ça dans un view model maintenant? Alors, le view model, c'est un sujet qui est controversé parfois, en tout cas dans Android, on l'aime bien, parce qu'on a un cycle de vie, et surtout, ça permet de persister l'état dans le view model malgré les différents changements de configuration. Et surtout, ça fournit aussi un scope pour lancer des coroutines. Sous iOS, on a un peu le même principe. On aime bien faire des observable objects, mais c'est vraiment plus un concept à Android. C'est un peu plus controversé dans le monde iOS. D'ailleurs, dans Android, Ian Lake, qui est un contributeur à Android Toolkit, nous dit que le ViewModel, c'est l'endroit parfait et le seul endroit d'ailleurs pour mettre l'état avec tout ce qui est navigation. Donc, on peut après aller essayer d'autres librairies, mais disons que le ViewModel, pour l'instant, sous Android, on s'en sort pas mal. Donc ici, on a un exemple sans ViewModel, pour rappel, simplement un formulaire de connexion, où on a nos mutable state-of en compose. En SwiftUI, on ferait la même chose avec des states directement, et l'idée d'un ViewModel, ça va être d'extraire ces différentes variables. Donc là, on est dans Android, et alors il y a différentes manières de le faire, mais ici, c'est avec mutable state-of, par exemple. On hérite simplement de ViewModel,
Et concrètement, le pattern, c'est le suivant. On passe un viewModel en entrée, ou on le récupère via de la dependency injection, peu importe. Et au lieu de modifier directement l'état dans l'écran, eh bien, on va utiliser le viewModel. Donc là, ça semble un peu plus complexe que précédemment, mais tout ça, évidemment, c'est pour que notre application scale. SwiftUI, c'est le même principe, sauf qu'on typiquement fait une extension de la vue actuelle et on place un viewModel dedans. Et avec Published, on a le même résultat que Mutable State of en Compose. Donc là, même principe, on fait add state object, notre viewModel, et on peut l'utiliser comme ceci. Donc le viewModel, c'est un endroit central où on a notre logique métier. Ça serait quand même pas mal de pouvoir le partager. Pendant longtemps, ce n'était pas trop possible. Il y a eu différents essais, mais il y a une librairie du même auteur qui est sortie, que KMP Native Coroutine, qui est KMM viewModel. Donc l'avantage, c'est qu'il y a une intégration très simple avec KMP Native Coroutines. On ajoute simplement notre dépendance, et au lieu d'hériter du fameux viewModel Android, on va utiliser KMM viewModel. Ce qui est génial, c'est que ça va utiliser le vrai viewModel AAC, Android Architecture Component, dans Android, et dans iOS, on va avoir une autre implémentation qui va nous permettre d'avoir un effet similaire. Donc ici, on utilise des stateflow plutôt que des mutable state of, mais globalement, c'est le même principe. Et dans Android, c'est exactement la même chose, on passe le viewModel en entrée. Par contre, dans iOS, du coup, on va avoir une annotation qui est fournie avec la librairie qui est stateViewModel, et on va pouvoir utiliser notre viewModel comme ça. Donc c'est génial parce que je peux mettre tous mes appels suspend dans le viewModel à un seul endroit, l'écrire qu'une seule fois, plutôt que de justement utiliser KMP Native Coroutine avec différents appels dans un viewModel Swift. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il y a aussi d'autres solutions qui existaient avant cette librairie. Cette librairie est sortie il y a 6 mois. C'était Moco MVVM. Alors ça a surchargé tout ce qui était mutable state of avec d'autres classes différentes parce que tout ce qui est flow, c'est des interfaces et les ont fait des classes. Peu importe. Et il y a eu un essai qui date d'un peu plus longtemps qui est dans DKMP viewModel, donc déclarative KMP. C'est un projet qui avait pour ambition, enfin qui a toujours pour ambition, de montrer comment on utilise bien les frameworks déclaratifs du UI avec Kotlin multiplateforme, justement. Et il y avait une implémentation avec un HMAP très à la main, mais qui marche. Donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Ensuite, au niveau des ressources, donc les ressources, c'est tout ce qui est nos images, nos polices, nos couleurs. On les connaît bien dans Android. Et justement, une super librairie qui existe, de Moco, Moco Resources, qui est très populaire pour le coup dans Kotlin multiplateforme. Et en fait, avec un format similaire à celui qu'on connaît dans Android, c'est la même syntaxe, on va pouvoir les transpiler dans iOS dans le format attendu, en fait. Donc comment ça se passe concrètement? Dans notre module partagé, dans un des modules partagés, on va avoir un dossier resources et on va placer nos différentes ressources dans un dossier MR. Et pareil, c'est comme dans Android, on a strings.xml dans le dossier base pour les traductions de base de l'application, en admettant qu'elle est en anglais typiquement, et on a les traductions dans FR. On a images, on a fonts par exemple. Et l'idée, c'est qu'avec ce plugin, on va avoir la même chose qui est sortie pour iOS avec les fichiers attendus qui terminent en lproche, typiquement. Donc là, on a un exemple dans strings.xml. On a nos resources qu'on définit comme dans Android. Ça marche aussi avec tout ce qui est pluriel, avec formatage également. Et on va avoir le fichier qui est sorti dans iOS, nickel. Et pour l'utiliser, on va avoir une classe MR qui contient toutes nos ressources. En fait, c'est en Kotlin directement, donc c'est strongly typed. Et il n'y a pas de problème avec r.id comme on peut avoir dans Android Studio, vu que c'est décorrélé en fait. Donc la syntaxe peut être améliorée. En tout cas, moi j'ai fait des fonctions helper, mais c'est comme ça qu'on s'en sert. Il faut passer le contexte dans Android. Et dans iOS, c'est avec .localized. Et globalement, c'est super, on écrit nos strings dans un seul endroit, et c'est partagé entre Android et iOS. Donc une seule source de vérité, c'est ce qu'on veut, c'est parfait. Ensuite, tout ce qui est debugging, on a un super outil qui est Xcode Kotlin, qui est fait par TouchLab. TouchLab, un grand acteur de Kotlin multiplateforme. On l'installe avec Brew, typiquement. Et ensuite, on fait Xcode Kotlin install. Ça va faire quoi? Ça va installer une extension dans Xcode
Alors Xcode, c'est pas aussi simple qu'Android Studio pour tout ce qui est plugin, donc c'est fait comme ça avec un outil CLI. Et globalement, en fait, donc ça c'est la commande qui permet de voir qu'on l'a bien installé. On va rajouter nos fichiers Kotlin dans notre projet Xcode, mais simplement en read-only, on ne va pas les modifier dans Xcode. Donc par exemple, en rajoutant notre command main de notre shared, on va pouvoir utiliser Xcode en mettant des breakpoints dans les fichiers Kotlin. Donc ça, on peut avoir directement tous nos outils de débugage dans Xcode avec nos fichiers Kotlin qui marchent comme si on était dans Android Studio. Donc ça, c'est pareil, c'est génial, ça fait le pont entre les deux. Ça me semble indispensable. Alors, un bonus, c'est pour l'instant, Android Studio, c'est l'IDE pour faire du KMP. Ça ne sera pas Appcode non plus, parce que Appcode, malheureusement, c'est plus un produit développé. Mais on a des indices comme quoi IntelliJ IDEA serait la prochaine cible pour faire du Kotlin multiplateforme. Et en fait, il y a un nouveau plugin qui est apparu, qui est en accès privé pour l'instant, qui est pour IntelliJ IDEA. Et l'idée, c'est qu'on va avoir beaucoup plus d'interopérabilité avec Swift. Donc ça, c'est sympa parce que Objective-C, c'est une plaie, surtout quand on ne vient pas du tout du monde iOS. Et encore, les développeurs Swift, aujourd'hui, c'est compliqué de revenir vers l'Objective-C. Donc, avec ce plugin, ce qui est génial, c'est qu'on va avoir de l'autocomplétion, on va avoir de la recherche, on va avoir du refactoring, et aussi le debugging sans utiliser l'outil command line que j'ai montré juste avant. On a d'ailleurs, dans les différents wizards que ce plugin apporte, des interfaces très similaires à Xcode. Et donc ça, c'est ce qu'on a dans IntelliJ, du coup, en installant ce plugin. Et là, c'est la même chose dans Xcode. Pareil, pour créer un projet, hop, on a une interface très similaire. Donc ça, c'est génial parce que enfin, on va pouvoir avoir un IDE qui peut-être sera uniforme pour faire du Kotlin multiplateforme plutôt que de jongler entre Android Studio et Xcode. Ici, c'était pour montrer refactoring, les différentes run configurations. Donc tout ça pour dire que l'écosystème Kotlin multiplateforme n'est encore qu'à ses débuts. Donc c'est génial parce qu'on est dans une position où c'est le moment de réimplémenter des librairies. Et d'ailleurs, il y en a plein de sympas. Mais il y a encore du travail à faire pour que ça soit bien adopté. Mais on est devant quand même de par l'engagement qu'on peut choisir avec Kotlin multiplateforme, comparé à d'autres solutions comme React Native ou Flutter où on partage du code UI. Là, c'est vraiment, on choisit comme on veut. Et d'ailleurs, il y a des projets qui tentent de faire du Flutter avec Kotlin multiplateforme. Bon, bref, le titre du talk, c'est Kotlin multiplateforme dans le monde réel. On ne parlera pas de ça aujourd'hui. Mais il y a encore plein de sujets intéressants dont j'aimerais parler plus tard dans d'autres talks à l'avenir. C'est tout ce qui est navigation, réseau. On en a touché deux mots, mais voilà, il y a Ktor Client qui marche super bien en multiplateforme si on fait des API REST, HTTP. GraphQL avec Apollo Kotlin évidemment. Donc ça, super librairie qui génère tout comme il faut. Et une chose sur laquelle j'ai travaillé mais qui est technique, c'est tout ce qui est utiliser Swift à partir de Kotlin. Donc pour les librairies Swift, ça va être uniquement pour iOS. Bien sûr, on ne va pas se mettre à utiliser des librairies iOS depuis Android, mais il y a moyen de faire des ponts avec tout ce qui est common main. Donc c'est pareil. Qu'est-ce que nous réserve l'avenir par rapport à ça ? C'est intéressant. Pareil, niveau CI/CD, il y a différentes solutions. Il y a un plugin Gradle de Dropbox qui est affecté de module qui permet d'exécuter certaines tâches qu'en fonction de ce qui a été commité. Donc là, on a des modules partagés, on a une appli iOS, on a une appli Android. Ça peut être sympa pour redéployer que ce qu'il faut, typiquement avec Fastlane. Et voilà, le projet dont je voulais parler rapidement, c'est Clutter. Donc c'est ce projet qui est très bac à sable, hein, évidemment, qui montre que c'est possible d'utiliser Kotlin multiplateforme avec Flutter, mais je trouve que c'est bien d'en parler parce que ça montre vraiment que ce n'est pas le même niveau d'abstraction entre les deux. Et maintenant, on a même Compose pour iOS, enfin Compose multiplateforme. Donc ça va être un challenge très intéressant à l'avenir. C'est tout pour moi. Merci de votre attention. Je suis à l'écoute de vos questions.